Miroir croisé est une exposition un peu inhabituelle pour le Centre culturel canadien, puisque c'est une exposition à vocation documentaire. On va aller dans le passé, mais en même temps, on va se rendre jusqu'au présent. C'est une idée au départ de Léa Catherine Zaka, notre commissaire invitée. L'idée s'est développée autour de 5 projets dont l'exposition va rendre compte avec un assemblage tout à fait inédit de documents photographiques, de documents d'archives, de textes, de vidéos. À travers plusieurs décennies, nous allons donc rencontrer des projets majeurs qui auront marqué l'histoire de l'architecture, mais aussi l'impact de l'architecture sur la ville, impact tel qu'il a été travaillé, voulu, mis en œuvre par 3 grandes femmes du monde de l'architecture, qui ne sont pas toutes architectes. Gaia Lenti, l'italienne, Ada Louise Extable, la grande critique d'art du New York Times, et Phyllis Lambert, notre grande dame de l'architecture au Canada, qui est aussi une grande mécène des arts, une philanthrope, une artiste, une photographe elle-même. Nous avons plusieurs types de documents dans cette exposition, des plans, des dessins originaux, notamment par rapport au musée d'Orsay et la Piazza Cadorna, des documents photographiques qui vont vraiment nous surprendre et qui ont été trouvés dans les archives par Léa Catherine Zaka, archives du Getty Institute à Los Angeles, archives de Gaia Lenti à Milan, archives du Centre canadien d'architecture et du Fonds Phyllis Lambert. Donc, et d'autres agences photographiques pour illustrer donc les 5 projets dont l'exposition parle, projets liés chacun à une de ces 3 grandes dames du monde de l'architecture. Et nous avons aussi la voix de 6 experts du monde de l'architecture qui ont soit connu les 3 dames dont nous parlons ici, l'une des 3 ou 2 d'entre elles, et qui nous apportent des témoignages absolument inédits, formidables, sur l'impact de ces femmes dans le monde de l'architecture. Phyllis Lambert was crucial for a new approach to the historic fabric of the city in North America, in a certain way, in a parallel way to what was happening in Europe and especially in Italy with the centri storici rethinking and the case of Bologna a few years later. Gaia Lenti, Phyllis Lambert et Ada Louise Extable sont toutes les 3 nées dans les années 20 du siècle dernier, donc il y a environ 100 ans. Et je trouvais que c'était intéressant de mettre en relation 3 femmes de la même génération, mais qui viennent de contextes différents. Donc, une étant née en Europe, en Italie, et 2 en Amérique, mais une au Canada et une aux États-Unis. Et de voir comment leur vie et leur carrière avaient des points de croisement, des aspects qui, lorsqu'on les mettait en parallèle, en fait, faisaient ressortir des thèmes, des idées importantes de la réalité, de la carrière et du travail de ces femmes à cette époque. La structure de cette exposition, c'est qu'elle croise non seulement 3 femmes, leur histoire, leur travail, mais également 5 projets auxquels ces femmes sont rattachées et 3 thèmes principaux qui en découlent. Les 5 projets sont répartis du milieu du 20e siècle jusqu'à la toute fin du 20e siècle. Donc, on parle d'abord de la construction à New York du Seagram Building à la fin des années 50, puis de la lutte pour la préservation de la Pennsylvania Station à New York au début des années 60, lutte qui a été perdue parce que la Pennsylvania Station a finalement été démolie. Ensuite, on parle du projet qui a été démarré dans les années 70 par Phyllis Lambert, qui était toute l'étude du patrimoine des pierres grises de l'architecture de Montréal et qui éventuellement a donné lieu à la création, la construction du Centre canadien d'architecture. Et ensuite, dans les années 80, la réhabilitation de la gare d'Orsay en musée d'Orsay.
Et finalement, le dernier projet qu'on présente, c'est un projet de la fin des années 90, début des années 2000, qui est un projet de place publique réalisé à Milan par Gaia Aulenti, la Piazzale Cadorna. Et donc, à travers ces 5 projets et ces 3 femmes, donc qui sont liées de près ou de loin à un ou plusieurs de ces projets, on fait ressortir donc 3 thèmes historiques qui croisent donc le parcours de ces femmes. Donc, le premier thème, c'est ce que j'appellerais la relation ambiguë au modernisme. Donc, au milieu des années 60, tous les grands maîtres du modernisme, que ce soit Le Corbusier, Mies van der Rohe, Gropius, meurent. Et donc, il y a un changement de ce qu'on pourrait appeler une époque moderne dans l'architecture à une époque postmoderne. Le deuxième thème, c'est le rôle fondamental que ces 3 femmes ont joué dans la lutte pour la préservation du patrimoine bâti. Donc, c'est une lutte qui commence justement vers le début des années 60 avec, entre autres, la non-démolition de la Pennsylvania Station, Penn Station à New York, et qui continue, par exemple, avec l'action de Phyllis Lambert à Montréal dans les années 70, etc. Le troisième thème, c'est que ces femmes ont toutes, de près ou de loin, voulu promouvoir l'architecture comme art public. Donc, que ce soit Ada Louise Huxtable par son travail de critique dans un grand journal d'architecture, donc de créer un peu cette place de critique qui présentait, qui parlait, qui éduquait le public à l'architecture, que ce soit Phyllis Lambert avec la création du Centre canadien d'architecture et d'autres actions qu'elle a fait pour la médiation, disons, de l'architecture au public. Et du côté de Gaia Aulenti, c'est une action un peu plus parallèle, mais disons, elle a eu beaucoup d'actions dans la politique, dans l'architecture au niveau politique, défendre des idées en Italie pour l'architecture et également avec la construction de la Piazzale Cadorna, on peut dire qu'elle a donné à Milan une place publique dont l'identité architecturale est très forte. Aulenti and Lambert both chose to pursue a degree in architecture, and both at age of about 25-30 encountered powerful mentors. Ernesto Nathan Rogers, then chief editor of the journal Casabella Continuità for Aulenti, and architect Mies van der Rohe for Lambert. L'approche de l'exposition, puisque nous ne sommes pas un musée, consiste à mettre en relation tous ces ensembles, tous ces documents, les mettre en relation afin que des croisements se produisent aussi dans l'espace d'exposition lui-même. Donc, il y a à la fois les croisements imaginés par la commissaire Léa-Catherine Zacca, qui sont les croisements entre 3 vies, entre 3 approches de l'architecture, certains croisements aussi réels qui ont pu avoir lieu quand Phyllis Lambert aura pour de vrai rencontré Ada Louise Huxtable, par exemple, ou que Phyllis Lambert sera allée au studio de Gaia Aulenti à un autre moment. Mais donc une mise en relation permettant de réfléchir à plusieurs questions, notamment celle de l'architecture et l'espace public, et non pas l'architecture comme promotion simplement du bâti, bien sûr. Aussi la question de l'engagement citoyen. C'est une des dimensions les plus importantes qui relie sans doute ces 3 femmes. Une dimension dans laquelle elles se sont vraiment illustrées. Phyllis Lambert est vraiment une militante depuis toujours. Si Montréal existe aujourd'hui dans son architecture de pierre grise, c'est vraiment en grande partie grâce à elle, grâce à ses combats, grâce à son engagement. Nous allons donc aboutir, par exemple, à une histoire de la ville de Montréal depuis le 16e siècle jusqu'aux années 70 à travers l'histoire des pierres grises. C'est le grand sujet de Phyllis Lambert. On est très content
d'exposer 31 photos qu'elle a faites avec Richard Pear, un photographe britannique, avec qui elle a travaillé de près en marchant dans les rues de Montréal en 1972, 73, 74, pour en comprendre l'histoire de la ville, du développement de la ville, et aussi à travers donc l'observation, comprendre donc l'importance de l'histoire dans l'architecture et dans le bâti de la ville. On peut comprendre certaines choses, beaucoup d'ailleurs, en marchant dans la ville. Et c'était pas marcher dans la ville, c'était en regardant la ville. À cette époque-là, il n'y avait pas beaucoup d'informations sur Montréal, ça c'est sûr. Alors, et puis, alors c'était un peu au pif, n'est-ce pas, connaissance des époques, de l'architecture. À l'époque, où on démolissait partout, alors je voulais montrer effectivement qu'il y avait des bâtiments fantastiques à Montréal. Je faisais ça vraiment pour comprendre comment une ville grandit, pas sur le terrain. Both Ada Louise Huxtable and Phyllis Lambert were very important forces in preservation, and in preservation not just in monuments, but of course in urban fabric as a whole. And I think that's really critical to note. And I think both of them understood preservation not as collecting objects, but as holding on to those elements of a city that would be rich by its palimpsest of different periods, of different approaches to the creation of public space. I think her most important work was seen both in her time and now, some years after her death, as being her defense of and then her lament for Pennsylvania Station. First, because the way she wrote about the station, kind of as an avatar of the Beaux-Arts era of grand city building, was incredibly moving and lyrical. Like a lot of her work can be very, pugnacious to the point. She was writing for a daily newspaper, but then occasionally she would pause in one of these pieces and just want to make you feel it. And I think that Penn Station piece is one of those places where she was like, okay, I'm not going to be so hard-nosed for a minute here. I'm going to talk about the fallen eagles in the Meadowlands. These are real symbols of, I think, American ingenuity, the power of city building, and she felt like at that time New York had just abrogated that responsibility. I think they are both figures at the crossroads of these two things, between modern and postmodernism. Phyllis has always been very interested in the history of architecture, and I think her, also when she writes her letter to her father, arguing to the fact that, choosing a different architect that the father aided, she really goes back to Renaissance as the moment that she thinks is a kind of fundamental way of thinking architecture. Au niveau des archives, ce qui est intéressant, c'est que les trois femmes dont on parle dans l'exposition ont des archives. Donc, Ada Louise Huxtable a l'ensemble de ses archives qui est conservé maintenant au Getty Institute à Los Angeles et auquel j'ai eu accès. Phyllis Lambert, bien sûr, a ses archives personnelles au Centre canadien d'architecture. Et Gaia Aulenti, depuis peu, on a ouvert une fondation privée qui conserve ses archives dans son ancien appartement à Milan. Donc, comparé à... En fait, c'est souvent un problème avec les femmes architectes. Souvent, quand on parle de femmes, on a une absence d'archives
beaucoup plus que dans le cas des figures masculines. Et donc ici, c'était intéressant de travailler aussi avec des femmes dont la mémoire est conservée en fait dans des archives qui, pour certains, sont accessibles depuis peu. Avec un ensemble très disparate d'éléments à associer, il nous fallait quand même un scénographe. Il nous fallait quelqu'un qui allait mettre en espace les relations que nous cherchions à créer dans le carré du Centre culturel canadien. Donc, au centre, nous avons une chronologie qui va nous permettre de suivre le parcours de ces trois femmes. Et autour de cette structure centrale, nous avons donc un ensemble de panneaux qui sont déposés au sol, qui ne sont pas présentés comme des œuvres d'art, un peu comme s'ils pouvaient être potentiellement interchangeables, si on pouvait les bouger, si on pouvait donc changer les associations et les croisements. Donc c'est quand même l'idée derrière cette scénographie qui est aussi presque pensée comme une sorte de livre non encore relié finalement.